Mon téléphone a sonné juste après 21 h et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Ariel ne m'appelait jamais aussi tard, sauf en cas d'urgence. J'étais à 2 villes de là, en visite sur un chantier pour un contrat de construction, en train de rédiger un ordre de modification de dernière minute, quand son nom a éclairé mon écran. Dès que j'ai décroché, sa voix est devenue tendue, tremblante, à vive de douleur. « Papa » a-t-elle reniflé. Je crois que je me suis cassé. Je me suis figé. Mon épingle est tombée. Quoi? Chérie, ma jambe. Je suis tombé dans les marches derrière la maison. J'ai glissé sur la dernière marche et j'ai atterri bizarrement. Je ne peux pas m'appuyer dessus. Ça fait vraiment mal, papa. Ça fait vraiment mal. Les mots m'ont frappé en pleine poitrine comme un coup de marteau. Je me suis redressé sur la chaise de bureau rigide de l'hôtel et j'ai repoussé les papiers. Où est ta mère? Un silence. Puis, plus doucement, à l'intérieur avec Nana, je leur ai dit. Mais ils ont dit que sa voix s'était brisée. Ils ont dit que j'étais assez grande pour tenir le coup. C'est cette phrase, ces mots précis qui ont fait le silence dans la pièce. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille comme pour la protéger du froid de l'autre bout de la nuit. Comment ça, ils ont dit ça? Je leur ai dit que ce n'était pas une entorse. Je ne peux pas marcher. J'ai rampé jusqu'aux marches, papa. J'ai essayé, mais ils ont dit que j'exagérais. Elle pleurait ouvertement maintenant, ne se cachait plus. Ils ont dit que je devrais dormir, que j'irais mieux demain matin, mais ça fait trop mal. Je n'arrive pas à dormir. J'ai essayé. Je ne savais juste pas quoi faire d'autre. Je me suis levé, arpentant la moquette de l'hôtel, le sang bourdonnant sous ma peau. Bon, écoute-moi. Tu as bien fait de m'appeler. Je veux que tu gardes tes jambes immobiles. N'essaie pas de te relever. Bon, tu n'as pas besoin de bouger. Reste où tu es. Mais papa, ils m'ont dit de rester où tu es. Laisse-moi m'en occuper. Elle a hoché la tête d'un air entrecoupé. Je ne voyais rien, mais je sentais. Ok. Ma poitrine se serrait. 14 juste une enfant. Ma fille. La fille qui avait des notes parfaites au contrôle de maths et qui écrivait des mots de remerciement au professeur sans qu'on le lui dise. Celle qui offrait toujours sa dernière frite et disait « à tes souhaits » aux inconnus. Et elle devait ramper seule sur une jambe cassée. J'ai raccroché et fixé le mur de l'hôtel en essayant de ne pas laisser ma colère prendre le dessus. J'avais trop de questions. Pourquoi Clarisse n'avait-elle pas appelé? Pourquoi personne n'avait-il emmené Ariel à l'hôpital? Où était l'instinct, la compassion, la décence? J'avais travaillé tard le soir, passé les week-ends en déplacement, tout ce que j'avais pu pour construire le genre de foyer où Ariel pourrait se sentir en sécurité. Et pourtant, elle pleurait dans sa chambre tandis que sa mère et sa grand-mère riaient dans la chambre d'à accent grave côté, considérant sa douleur comme une nuisance. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé Clarisse. Elle n'a pas décroché. J'ai rappelé. La 3e fois, elle répondit, mais d'un ton neutre, irrité, comme si j'avais interrompu quelque chose de légèrement gênant. Marcus, il est tard. Je viens de parler à Ariel. Elle a dit qu'elle était tombée et qu'elle pensait s'être cassé la jambe. Pourquoi diable n'a-t-elle pas été emmenée à l'hôpital? Clarisse soupira bruyamment et théâtralement. Elle dramatise. Elle s'est tordue quelque chose, c'est tout. Marlène lui fit du thé et lui donna une poche de glace. Tu sais comment elle est. Toujours sensible. Elle a mal. Elle a dit qu'elle devait ramper. Bon, c'est exagéré. Clarisse exclama. Elle entra. Peut-être un peu molle, mais voyons. Elle n'est pas en verre. Mes jointures sont devenues blanches autour du téléphone. Tu as seulement vérifié? J'ai regardé. Elle répondit, sur la défensive. Ce n'était pas si gonflé que ça. En plus, on brunch avec René demain. Je lui ai dit de se reposer et de dormir. Et Marlène, qu'a-t-elle dit? Oh, tu connais ma mère. À son âge, elle récoltait du manioc à la main. Elle disait qu'Ariel était presque une femme, pas un bébé. Et franchement, Marcus, c'est ce qui arrive quand on la câline. Elle pleure trop facilement. Il y eut un long silence. J'en avais le souffle coupé. Elle a 14 ans. Elle apprendra. Il faut qu'elle arrête de pleurer. C'est gênant. Puis la ligne s'est coupée. Pas d'au revoir.
Pas d'excuse. Non, on devrait peut-être l'apprendre. Juste le bruit de la douleur d'une fille qu'on qualifie de dérangeante. Je suis resté immobile un instant, le téléphone toujours à la main. Puis, sans réfléchir, j'ai ouvert l'application de ma compagnie aérienne et cherché le prochain vol disponible pour rentrer. Peu m'importait le prix. Peu m'importait ma fatigue ou ce que dirait le responsable du site le lendemain matin. Ma fille avait besoin de moi, et elle n'avait pas besoin de plus de mots. Elle avait besoin d'action. J'ai fait mes bagages en 10 minutes, sans même prendre la peine de plier les affaires. J'ai quitté l'hôtel avant même que l'employé puisse me demander comment s'était passé mon séjour. À l'aéroport, je me suis retrouvé assise à la porte d'embarquement, la voix de la jeune femme résonnant en boucle. « Papa, je crois que j'ai cassé la baraque. » Pire encore, ils ont dit que j'étais assez grande pour tenir le coup. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était de la cruauté déguisée en discipline. C'était de l'indifférence cachée derrière une fierté à l'ancienne et des réservations pour un brunch. Et ça n'allait pas se reproduire. L'avion était retardé. J'ai fait les 100 pas jusqu'à l'embarquement, tapotant ma jambe des doigts, ravalant la colère qui était en moi comme un chien en cage. Je n'ai pas fermé l'œil pendant ce vol. Le temps que nous atterrissions et que je récupère ma voiture de location, il était un peu plus de 6 heures du matin. La maison était silencieuse. Je me suis garé dehors et j'ai fixé la porte d'entrée comme si elle avait des dents. Je ne suis pas entré. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la caméra de surveillance du Porsche. Et c'est là que je l'ai vue, ma petite fille, boitant, puis rampant, puis se hissant à l'aide de ses bras tandis que Marlène marchait devant, lui disant de se dépêcher. Personne ne lui a proposé son aide. Personne ne s'est retourné. Et c'est là que quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, ni avec les poings ni en criant. Ça a craqué avec précision, avec clarté. Je n'allais pas juste être en colère. J'allais être délibéré pour Ariel. Et pour chaque larme qu'elle a dû ravaler dans cette maison pendant qu'il souriait pour des selfies du brunch. Au moment où j'ai raccroché avec Ariel, mes mains composaient déjà le numéro de Clarisse. Je ne pensais même pas bouger. Une partie de moi espérait encore qu'elle m'accueillerait avec inquiétude, regret, ou même une pointe de culpabilité. Mais quand elle a finalement décroché, le son qui m'a accueilli n'était pas de l'inquiétude. C'était un rire. Sa voix résonnait dans le haut-parleur comme si j'interrompais une fête. « Marcus », dit-elle entre un petit rire et une gorgée. Elle va bien. Elle dramatise, c'est tout. Honnêtement, il y avait de la musique en fond sonore. De la musique. Un morceau de jazz doux que je savais qu'elle jouait quand elle recevait quelqu'un ou, dans ce cas précis, quand elle était assise avec sa mère. Je restais figé au milieu du hall de l'hôtel, mallette à la main, à écouter comme un fantôme dans ma propre famille. « Tu te rends compte qu'elle souffre » dis-je lentement. Elle ne pouvait même pas marcher. Elle monta les marches en rampant. Clarisse soupira comme si mon inquiétude était un désagrément de plus dans sa journée. « Tu n'étais pas là, Marcus. » Elle marchait bien, boitait un peu, certes, mais elle n'est pas mourante. Tu sais comment elle est. C'est toujours une crise avec elle. Je serrai le téléphone plus fort. Elle dit qu'elle pense qu'il est cassé. Elle pense, répéta T.L. sarcastiquement. Marcus, elle a 14 ans, pas 4. Ces filles de nos jours devraient s'endurcir. De plus, on brunch avec René demain et je n'ai vraiment pas le temps de passer la nuit aux urgences parce que ta fille a besoin d'attention. Ma fille, elle n'a même pas remarqué ses propres paroles. Écoute, continua T.L. Je lui ai donné du paracétamol. Maman a enveloppé une poche de glace. Elle ira mieux demain matin. Et puis, comme un signal théâtral tordu, la voix de Marlène a résonné en arrière-plan, plus forte que je n'aurais dû l'entendre. À son âge, je récoltais du manioc à la main. Ces filles pleurent maintenant à cause d'un petit bleu. C'est presque une femme, pas un bébé. Je ne parlais pas. Impossible. J'ouvrais la bouche, mais aucun son ne sortait. J'imaginais Ariel en haut, recroquevillée sur le côté, les jambes gonflées et douloureuses, entendant ce même dédain en temps réel. Je pouvais presque sentir sa honte au téléphone. Clarisse baissa la voix. Agacée, mais pas en colère. Marcus, elle doit apprendre que le monde ne la maternera pas. Si on continue à courir chaque fois qu'elle pleure. Quel genre de femme on élève ?
J'ai ravalé la vague de colère qui me montait à la gorge comme de la bile. Elle n'est pas élevée par nous, dis-je d'une voix neutre. Je suis là pour m'assurer qu'elle n'est pas à vivre comme toi. C'est le but. C'est pour ça que je me sacrifie. Clarisse ricana. C'est parti. Tu crois que travailler en dehors de la ville signifie que tu es la personne la plus noble, hein? Pendant ce temps, c'est moi qui m'occupe de l'éducation. Tu n'as pas été parent ce soir? Ça la fit taire un instant. Le silence fut bref, mais il était là. Puis vint le coup de balai. Elle va s'en aller et il faut qu'elle arrête de pleurer. C'est gênant. Et puis, comme ça, elle raccrocha. La ligne s'est coupée dans ma main. Et pendant un instant, je suis resté complètement immobile. J'étais au milieu du hall d'entrée de l'hôtel, avec des gens qui s'enregistraient et qui sortaient autour de moi, une douce musique de piano jouait dans les haut-parleurs, mais je n'entendais rien. Je n'entendais que l'écho de cette phrase. C'est presque une femme. Comme si c'était une excuse, un congédiement, une sentence qui leur permettait d'ignorer que notre enfant, notre unique enfant, souffrait et réclamait de l'aide. Je me suis assise durement sur la banquette en cuir près des portes tournantes, essayant de contenir ma colère, essayant de réfléchir. J'ai ouvert mon application de vol et j'ai fixé l'écran. J'avais déjà réservé un vol pour le lendemain matin, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que j'y sois ce soir. J'ai cherché un vol de nuit, j'ai fait un détour par 2 villes et j'ai payé sans sourciller. Peu m'importait de perdre le contrat ou de me faire réprimander par mon responsable de site. Rien n'importait plus que de retourner à Ariel. Une fois mon nouvel itinéraire confirmé, je suis resté assise, pensant à son visage, à ce qu'il devait être, courageux, mais brisé. Comment elle s'était probablement mordu la lèvre pour ne pas pleurer trop fort et éviter d'être à nouveau taxée de trop douce ou de trop dramatique. Elle était tendre, elle l'avait toujours été. Elle s'excusait d'avoir marché sur des fourmis. Elle murmurait des encouragements pour elle-même lorsqu'elle s'entraînait à faire des présentations. Et maintenant, elle était punie pour ne pas être faite d'acier. Et Clarisse avait toujours été prise dans ce piège tendu entre image sociale et paix intérieure. Ces derniers temps, il s'agissait plus de l'image que nous avions aux yeux des autres que de l'attention que nous portions les unes aux autres. Elle courait après les brunchs et les soins du visage, tandis que je courais après les délais et les heures supplémentaires. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle ignorerait la voix de notre fille comme elle ignorait la mienne. Je pensais aussi à Marlène, qui prêchait toujours la force comme une arme. Ses discours de mon temps, son mépris pour la douceur, l'émotion, la vulnérabilité. Elle avait élevé Clarisse dans l'idée que la féminité était synonyme d'endurance, et non d'empathie. Et maintenant, ils essayaient d'élever Ariel de la même manière, sauf que ma fille n'était pas à eux de se modeler comme Clay. Elle était à moi. Je me suis adossé, j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé entrer dans cette maison. Non pas comme le mari à la voix douce et surmenée qui acquiesçait pour obtenir la paix, mais comme le père qui avait enfin dit assez, l'homme qui refusait que sa fille soit réduite au silence par le gaz ou que la douleur soit une faiblesse. Je ne venais pas pour me battre. Je venais pour protéger. Et si cela faisait de moi le méchant de l'histoire de Clarisse, tant pis. L'avion ne décollerait pas avant 3 heures. J'en ai profité pour tout noter, les dates, les conversations, les symptômes décrits par Ariel. J'ai ouvert le compte cloud partagé et récupéré les horodatages des caméras de sécurité. Je voulais des faits, des documents, des preuves, car lorsque des gens comme Clarisse et Marlène étaient acculés, ils privilégiaient leur réputation. Mais je montais un dossier, pas une scène. Alors que j'étais assis là, un groom d'hôtel est passé et m'a adressé un signe de tête poli. Je lui ai répondu par un signe de tête. Il ne pouvait pas savoir ce qui me trottait dans la poitrine. Je n'étais pas qu'un homme sur un banc. J'étais un père prêt à entrer dans un champ de bataille qu'il n'avait même pas réalisé avoir laissé se former. Mais j'étais réveillé maintenant et je n'allais pas dormir tant que ma fille ne serait pas en sécurité. C'était presque une femme, avait-il dit. Non, c'était une enfant. Une enfant qui avait besoin de réconfort, pas de critique, qui avait besoin d'attention, pas de comparaison avec les champs de manioc et les traumatismes générationnels. Et si je devais être celle qui brûlait tous les mensonges qu'on lui avait racontés sur l'amour, je le ferais avec plaisir. La première flamme s'était allumée au moment où elle avait pleuré au téléphone. Les autres suivraient. Je me suis garé dans l'allée juste avant 7 heures du matin. Le gravier crissait sous mes pneus comme un coup de semonce. De l'extérieur, la maison avait la même apparence, silencieuse, impeccable, encore baignée par le doux bleu du matin.
Mais je ne l'avais jamais vu aussi vite qu'à cet instant. Je ne suis pas entré tout de suite. Mes mains planaient sur le volant, le moteur toujours en marche, mes pensées tournant autour du même point dentelé. Que lui avait-il fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert les archives de la caméra du Porsche. Je l'avais installé moi-même, en partie pour des raisons de sécurité, surtout pour avoir l'esprit tranquille quand j'étais en déplacement. Clarisse détestait ça. Elle disait avoir l'impression d'être surveillée chez soi. Mais je n'espionnais pas. Je protégeais. Et maintenant, les images qu'il avait un jour fait lever les yeux au ciel allaient révéler une vérité qu'elle pensait probablement cachée. J'ai lancé le flux de la veille. Passant à l'après-midi, voici Ariel. Son corps se déplaçait lentement sur le bord de l'écran. Elle ne marchait pas, elle se traînait. Une jambe repliée sous elle comme une aile froissée, ses bras avançant avec une détermination farouche. L'expression de son visage, les lèvres pincées, la douleur et luttant contre les larmes, m'a bouleversé. Ma fille, rampant comme un animal oublié sur notre terrasse, tandis qu'à l'intérieur, elles sirotaient leur café et préparaient leur tenue. Puis Marlène arriva, traversant la terrasse à grandes enjambées comme si elle se rendait à une séance photo. Elle se retourna brièvement, dit quelque chose que je ne pus entendre à cause de l'angle, puis fit un geste vers l'allée. Ariel essaya de se relever, échoua, réessaya, et cette fois, elle réussit à se redresser sur une jambe. Elle vacilla, le visage crispé par la douleur, et toujours personne ne l'aida. Personne ne se précipita. Pas un bras tendu, pas de pause, juste un aboiement de « dépêche-toi ». Ma main tremblait en tenant le téléphone, mais je continuais à regarder. Elles partirent en voiture, Marlène à l'avant, Clarisse à l'arrière avec Ariel. L'épaule de ma fille s'affaissa contre la portière. Je connaissais cette posture. Ce n'était pas une attitude adolescente. C'était la défaite. C'était un corps qui s'affaissait. J'ai vérifié l'horodatage. Elles partirent à 12h41. Elles ne revinrent qu'à 15h49. 3 heures. 3 heures avec une jambe fracturée. Je passais à la séquence suivante. La voiture rentrant dans l'allée. Ariel peinait à ouvrir sa portière tandis que Clarisse rangeait quelque chose dans son sac à main. Personne ne sortit pour l'aider. Personne ne remarqua ni ne se soucia de son hésitation, agrippée au bord du siège comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Puis, le souffle court, elle essaya de se lever et s'effondra sur les marches menant au Porsche. Elle se recroquevilla sur elle-même, les deux mains sur son tibia, la mâchoire serrée, le pied pendant à un angle anormal. Je grimaçai en la regardant. Clarisse ne se retourna même pas. Marlène, déjà à mi-chemin de la porte d'entrée, se retourna et dit quelque chose, probablement quelque chose comme « Lève-toi » ou « Arrête tes excès de théâtre » et entra. Clarisse la suivit, ses talons claquant sur le trottoir comme des signes de cruauté. Et ma fille? Elle resta là une minute entière avant de se forcer à ramper à nouveau, à monter les marches, à traverser le porche et à franchir la porte d'entrée. J'arrêtai la vidéo, la mâchoire serrée, le cœur battant la chamade. Je me fichais de ce qui allait suivre. Je me fichais de tout perdre. Ce que je venais de voir n'était pas une différence de style parental. Ce n'était pas de l'amour dur ni un fossé générationnel. C'était de la violence déguisée en photo de brunch et en sac à main de créateur. C'était de la violence. J'ai coupé le contact et suis sorti de la voiture. Chaque pas vers la maison me semblait plus lourd que le précédent. Non pas par peur, mais par fureur que je devais contenir jusqu'au moment opportun. Je n'étais pas là pour crier. Crier leur aurait donné du pouvoir. J'étais là pour démonter leurs excuses. Un acte calculé à la fois. À l'intérieur, la maison sentait la bergamote et la crème hydratante coûteuse. Clarisse la gardait toujours impeccable comme une page de magazine, comme si les apparences pouvaient réparer ce qui pourrissait en dessous. J'ai entendu Marlène fredonner dans la cuisine. Elle préparait du thé. Bien sûr, je n'ai pas parlé. Je suis passé devant elle. Clarisse a levé les yeux de son téléphone, surprise. Tu es de retour. Je n'ai pas arrêté de marcher. Où est Ariel? Elle est dans sa chambre, dit Marlène en versant de l'eau. Elle boudait toujours. Je ne répondis pas. Je me dirigeai directement vers ma fille. Sa porte grinça quand je l'ouvris, et ce que je vis me donna envie de planter mon poing dans un mur. Ariel était allongée sur son lit, la jambe posée maladroitement sur un coussin, le visage pâle, ses traces séchant sur ses joues. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant,
et pendant une seconde, elle parut soulagée, puis terrifiée, puis honteuse. « Papa, murmura-t-elle. S'il te plaît, ne sois pas fâché. » Je m'agenouillai aussitôt à ses côtés. « Fâché, ma chérie, non. Jamais contre toi. J'ai essayé d'être forte, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne voulais pas gâcher leur journée. Nana a dit que je faisais semblant. Maman a dit que j'étais susceptible. J'ai tiré la couverture avec précaution. Sa jambe était enflée, rouge de colère, violette, pliée comme aucune jambe ne devrait l'être. Sa cheville semblait avoir été gonflée. J'ai ravalé la vague de nausée qui m'a submergé. Riel, ai-je dit doucement. Tu n'as pas besoin d'être forte pour qui que ce soit d'autre que toi-même. Et même dans ce cas, tu n'es pas obligé de le faire seule. Je les ai suppliés, papa, a-t-elle murmuré. J'ai dit que je ne pouvais pas marcher, mais Nana a dit que les filles ne pleuraient pas comme ça à son époque. Maman a dit que je marcherais. Je lui ai tenu la main. Elle a serré la mienne comme une bouée de sauvetage. Eh bien, ma puce, ai-je dit en écartant les cheveux de son front. Tu n'as plus besoin de marcher. Papa te tient maintenant. Je l'ai soulevée aussi doucement que possible. Elle a gémi, mais n'a pas protesté. Je l'ai portée jusqu'à la cuisine où Clarisse et Marlène étaient assises comme si de rien n'était. Marlène a ouvert la bouche pour parler. Ne fais pas ça, ai-je dit sans les regarder. J'ai installé Ariel sur la banquette arrière de ma voiture, les soigneusement attachée et les enveloppée dans une couverture. Ses yeux se sont fermés en papillonnant tandis que nous quittions la maison. Et pour la première fois depuis 3 heures, son visage semblait enfin pouvoir se reposer. Nous ne sommes pas retournés dans cette maison pendant des jours. Et je ne redevenais pas l'homme qui laissait les choses aller. Plus maintenant. Parce que j'avais regardé la vidéo. J'avais vu la vérité. Et je veillerai à ce que le monde entier la voie aussi. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Ariel était à peine réveillé. Sa tête était appuyée contre la vitre, le souffle court, le visage affaissé par l'épuisement. Le genre d'épuisement qui n'était pas seulement physique, mais émotionnel. Le poids de l'existence. Souffrante et restée trop longtemps sans nouvelles. Je me suis garé juste devant l'entrée des urgences, les feux de détresse clignotant, et me suis précipité vers sa porte avant qu'elle ne puisse se déplacer seule. Je te tiens, ai-je murmuré, et je le pensais plus que jamais. À l'intérieur, ils nous ont fait passer à l'admission plus vite que prévu. Je suppose que c'était à cause de mon expression, ou peut-être parce qu'Ariel n'arrivait même pas à se dégager du fauteuil roulant qu'on lui avait apporté. Une infirmière fronça les sourcils en aidant à redresser son membre enflé. « Quand est-ce arrivé ?» demanda-t-elle. « Hier après-midi » répondis-je. Ses sourcils se haussèrent brusquement, c'est la première fois qu'on la voit. Je ne répondis pas. Je serrai simplement la mâchoire et acquiesçai. L'infirmière ne dit rien de plus, mais son silence était pesant. Ils nous emmenèrent dans une petite salle de triage au mur bleu pâle et à 2 éclairages puissants. La main d'Ariel retrouva la mienne lorsque l'infirmière sortit. Puis, dis donc, papa, s'il te plaît, ne sois pas folle, répéta-t-elle en larmes. Sa voix était faible, effrayée. Je ne voulais pas empirer les choses. Je ne voulais juste pas les contrarier. Je me suis agenouillé près d'elle, pressant doucement mon front contre sa main. Ma chérie, dis-je doucement. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis folle de toi. Il y a une différence, me dit-elle en clignant des yeux, perplexe. Je suis en colère parce qu'ils ne t'ont pas écouté, parce que tu souffrais, et qu'ils t'ont ignoré. Je suis en colère parce que tu avais peur et qu'ils t'ont fait croire que c'était mal. Mais je ne suis pas en colère contre toi, pas même une seconde. Elle détourna le regard, fixant le fin rideau de l'hôpital à moitié tiré autour de nous. Il disait que j'exagérais, que si je le cassais vraiment, je ne pourrais plus le bouger. Nana m'a dit que j'étais faible. Et maman a dit que je devais arrêter avant d'embarrasser la famille. J'ai essayé d'arrêter de pleurer. Papa, j'ai vraiment essayé. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas seulement de la tristesse, quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme la honte, mais pas la mienne. Une maladie générationnelle qu'ils avaient essayé de lui transmettre et de déguiser en discipline. On n'a jamais à s'excuser de souffrir. Je le lui ai dit. Et si quelqu'un vous fait ressentir ce que vous ressentez, il ne vous aime pas comme vous le méritez. Elle renifla, les yeux rouges et gonflés.
Mais c'est sa mère. Et être ta mère aurait dû signifier qu'elle te faisait passer en premier. Pas un brunch. Pas son image. Toi. Je marquai une pause, déglutissant difficilement. Mais ce n'est pas ce qu'elle avait choisi. Et je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin que quelqu'un te défende. Ça va changer. On frappa à la porte et l'infirmière revint avec le médecin traitant. Une grande femme en blouse bleu marine jeta un coup d'œil au dossier, puis à la jambe d'Ariel. On va faire une radio. Je veux voir ce qu'on a, tu es courageuse, hein, dit-elle doucement en souriant à Ariel. Ariel fit un léger signe de tête. Ils la firent rouler. Je me suis éloigné, et je suis resté seul dans la salle d'examen, les yeux rivés sur le mur comme s'il contenait toutes les réponses que je n'avais jamais obtenues. Les questions se bousculaient. Comment aimer un enfant et ignorer ses pleurs? Comment peut-on appeler cela de la force de faire taire quelqu'un que l'on est censé protéger? Clarisse et moi, nous n'avons pas toujours été comme ça. Elle était douce avec Ariel quand elle était plus jeune. Mais au fil des ans, j'avais vu cette douceur se durcir. Je l'avais vu troquer les chansons du soir contre des horaires de réunion. Elle avait commencé à traiter Ariel moins comme sa fille et plus comme le reflet de sa propre réputation. Et Marlène, elle était le modèle. Froide, détachée, prenant le détachement émotionnel pour de la résilience. Mais Ariel n'était pas faite comme elle. Elle était comme sa tante Denise, ma sœur, le genre de personne qui ressentait profondément, qui aimait de tout son cœur, qui pleurait en voyant les animaux souffrir. Je me souvenais du jour où Ariel avait renoncé à son cadeau d'anniversaire pour en faire don à un refuge local. Et maintenant, elle était punie pour cette même tendresse, cette même humanité. La porte s'ouvrit en grinçant et le médecin revint, l'air crispé. Elle tenait les scanners. Monsieur Delroy, dit-elle prudemment. Vous avez bien fait de l'amener. C'est une fracture complète du tibia. Il va falloir lui poser une tige pour stabiliser l'os. Il va falloir qu'on lui prenne rendez-vous pour une opération. J'ai senti l'air s'échapper de la pièce. Elle a marché dessus. Je murmurais plus pour moi-même que pour elle. Ils l'ont forcé à marcher dessus. Ils l'ont traîné à un brunch. 3 heures de shopping. Le visage du médecin se crispa. Elle a eu de la chance de ne pas avoir subi de lésions nerveuses permanentes. Le déplacement osseux aurait pu entraîner de graves complications. Honnêtement, je suis surprise qu'elle ait tenu aussi longtemps. Elle n'aurait pas dû. Non, dit-elle doucement. Elle n'aurait pas dû. Elle m'a donné un dossier avec des notes, des radiographies imprimées et des instructions de traitement. Je les ai prises dans mes mains et les ai regardées. Des preuves. Je n'étais plus seulement en colère. J'avais des preuves. Ils ont préparé Ariel pour l'opération. Je me suis assise à ses côtés pendant que l'anesthésiste m'expliquait ce qui allait se passer. Elle a hoché la tête courageusement, me serrant la main tout du long. Lorsqu'ils l'ont finalement ramenée, je me suis retrouvé seul. Mais cette fois, je n'attendais pas. J'ai ouvert mon téléphone et commencé à tout compiler. Photos de sa jambe, capture d'écran de nos images du Porsche, SMS, dossiers médicaux. J'ai commencé une chronologie, depuis sa chute jusqu'à son appel. Chaque insulte, chaque rejet, consigné avec des détails froids et organisés. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié, mais j'allumais un feu. Et le moment venu, ce ne serait pas moi qui m'expliquerais. Ce serait eux. Clarisse n'avait pas appelé. Pas une seule fois. Marlène n'avait pas envoyé de message non plus. Il n'y avait pas de « Comment va-t-elle » Non, on y va. Juste le silence. J'ai baissé les yeux vers mon téléphone, puis vers le couloir qui avait englouti ma fille. Je ne les laisserai pas la briser à nouveau. Je ne les laisserai pas la convaincre qu'elle était faible d'avoir besoin de soins. Plus d'excuses. Plus de sourires pour apaiser les esprits. Désormais, il ne me connaîtrait plus comme le mari taciturne ou le père passif. Il me connaîtrait comme l'homme qui ne bronche pas. Et cette fois, il comprendrait enfin ce que signifie être ignoré. La salle d'attente était trop propre, trop lumineuse, trop imprégnée de ce silence qui amplifiait chaque tic-tac de l'aiguille des secondes sur le mur. J'étais assise là, une pile de dossiers d'hôpital sur les genoux, la douce chaussette d'hôpital d'Ariel serrée dans une main comme si c'était la seule chose qui me maintenait au sol. L'opération n'avait pas encore commencé. Il la préparait, surveillait ses constantes, vérifiait ses analyses. Des choses habituelles, disait-il.
Mais rien de tout cela ne me semblait habituel. Pas pour moi. Pas quand on venait de me remettre la preuve que la douleur de ma fille était bien réelle depuis le début. La preuve que sa voix aurait dû être la première entendue, pas la dernière. Une infirmière est finalement entrée dans la salle d'attente et m'a appelé. Monsieur Delroy. Je me suis immédiatement levé, laissant tomber la chaussette, et je l'ai suivi dans un couloir qui sentait l'antiseptique et la lavande. On vient de l'accueillir, a dit l'infirmière avec un petit sourire rassurant. L'équipe orthopédique est au travail. La fracture est nette, mais c'est une fracture tibiale complète. Il pose une tige en titane pour stabiliser l'os. Y a-t-il un risque de séquelles à long terme, ai-je demandé, la voix lourde d'épuisement et de retenue. Le chirurgien est confiant, a-t-elle répondu. Pas d'atteinte nerveuse, pas de déchirure musculaire. Si elle avait continué à marcher dessus, ça aurait pu être différent. Vous avez bien fait de l'amener au bon moment. J'ai hoché la tête lentement. Cette phrase me suivait partout. Vous avez bien fait. Et chaque fois que je l'entendais, ma mâchoire se serrait davantage, car il ne s'agissait pas seulement de ce que j'avais fait. Il s'agissait de ce qu'il n'avait pas fait. Nous avons tourné au coin d'une salle de consultation. Le médecin traitant se tenait au fond, tenant un scanner à contre-jour, pointant la fracture visible. Il a levé les yeux quand je suis entré. Monsieur Delroy, merci pour votre patience. Je restais assis, le dos raide, les yeux fixés sur l'image de la jambe d'Ariel fendue, décalée, mal alignée comme une branche d'arbre pliée au mauvais angle. Voilà ce qu'on voit, dit-il en faisant un geste. Le tibia est fracturé juste en dessous du milieu. Le frein était stable, mais sous tension. Elle a marché dessus, vous avez dit, elle a tiré dessus. On l'a forcé, dis-je doucement. Il hocha lentement la tête, incrédule. C'est un miracle qu'elle ne l'ait pas déplacé davantage. Si la fracture s'était élargie, on parlerait de compression nerveuse, voire de problèmes de mobilité permanents. Les enfants sont résilients, mais il aurait fallu traiter ça immédiatement. Elle a essayé, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Elle leur a tout dit. Ils lui ont dit qu'elle exagérait. Il s'est alors passé quelque chose entre nous. Un changement de position. Il n'a pas demandé qui ils étaient. Il a juste hoché la tête comme s'il avait déjà entendu des versions de cette histoire. Trop souvent. Voici le plan chirurgical, a-t-il poursuivi. Une tige en titane sera insérée dans le canal tibial, fixée par des vis de verrouillage. Elle sera sous anesthésie générale et la convalescence devrait se dérouler sans problème. Appui limité pendant 6 semaines. Nous ferons des suivis pour surveiller la guérison. J'ai pris le presse-papier, scanné les détails, puis je l'ai examiné à nouveau. Comment puis-je obtenir un compte rendu médical complet avec images, horodatage, notes du médecin, tout? Nous pouvons imprimer le dossier immédiat aujourd'hui. Pour le reste, les dossiers médicaux pourront fournir un ensemble complet une fois l'intervention documentée et approuvée. Bien. Il a dit, j'en aurai besoin. Ses sourcils se sont légèrement levés. À propos de l'assurance. Je l'ai fixé un instant. À propos de la garde. Il a hoché la tête à nouveau, puis a quitté la pièce. De retour dans le couloir, je me tenais seul, le scanner à la main. Les os gris de la jambe de ma fille brillaient sous la lumière. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je suis resté là, silencieux et calme, comme je savais que je devais l'être maintenant. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir du chagrin. Pas encore. Pas avant qu'elle ne soit de nouveau dans mes bras et que j'aie toutes les preuves nécessaires pour tenir Clarisse et Marlène responsables. De retour en salle d'attente, j'ai sorti mon téléphone et ouvert un nouveau dossier sur mon cloud. Je l'ai simplement intitulé « Ariel Médical ». À l'intérieur se trouvaient tous les reçus, tous les scanners, tous les certificats médicaux que j'avais. J'ai pris une photo de la radiographie, une autre du résumé du dossier. Je me suis enregistré en train de raconter la chronologie depuis sa blessure jusqu'à maintenant, en contextualisant chaque étape. L'appel en pleurs, les soins retardés, le brunch, les images du Porsche, tout. J'ai été catalogué. Ce processus m'a apporté une clarté froide. Je n'étais pas frénétique. Je n'étais pas folle. Je construisais tranquillement, prudemment. Et j'ai réalisé que c'était la version la plus dangereuse de moi-même qu'ils aient jamais rencontrée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marlène. Comment va-t-elle? Je l'ai fixé un instant. C'en était fini des mots.
Pas d'excuses, pas de remords, pas même son nom tapé, juste une question vague et détachée, comme si elle consultait la météo. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, le chirurgien est sorti, retirant ses gants. Elle est en salle de réveil. L'opération s'est parfaitement déroulée. Elle restera en salle de réveil encore 1 heure avant de pouvoir recevoir des visiteurs. Des complications? Aucune. C'est une personne coriace. Vous avez bien agi envers elle. Et voilà, c'était reparti. Je l'ai remercié en lui serrant la main, et je suis descendu en salle de réveil, assise dehors jusqu'à ce qu'une infirmière me fasse signe d'entrer. Ariel était allongée dans un lit inclinable, pâle mais paisible, la jambe enveloppée de gaz et elle était surélevée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement lorsque je suis entré, et un petit sourire ensommeillé se dessina sur ses lèvres. « Salut, ma puce », murmurai-je en écartant ses boucles de son front. « Tu es resté », murmura-t-elle, groggy. « Je ne vais nulle part. » Elle hocha légèrement la tête et referma les yeux, laissant enfin la douleur s'envoler maintenant qu'elle n'avait plus à la porter seule. Assise à côté d'elle, je parcourus les réseaux sociaux de Clarisse. Effectivement, il y avait une photo de la sortie d'hier. Clarisse, Marlène et une femme que je ne connaissais pas, toutes souriantes devant la vitrine d'un café. La légende, sortie entre filles. Les femmes fortes élèvent des femmes fortes. Femmes fortes. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai sauvegardée dans le dossier. Puis j'ai regardé Ariel et j'ai vu à quoi ressemblait la vraie force. Pas celle préparée pour le grand public. Pas celle qui réduit un enfant au silence par la honte. La vraie force était allongée dans ce lit d'hôpital. Meurtrie, brisée, mais toujours douce. Toujours aussi bonne. Ils n'avaient pas brisé son esprit. Pas complètement, mais ils avaient essayé. Et maintenant, ils allaient voir à quoi cela ressemblait lorsqu'un père se levait. Pas avec des menaces, pas avec les poings, mais avec des preuves, avec la vérité, avec le silence aiguisé comme une épée. Pendant des jours après l'opération, je leur ai demandé de me retrouver dans le salon. Clarisse et Marlène. Juste elles. Pas d'amis, pas de brunch squat, pas de distraction préparée, juste les 2 femmes qui avaient fait de la souffrance de ma fille une pensée secondaire. Assises en face de moi sur le canapé d'angle couleur crème qu'elles avaient choisi ensemble pour s'harmoniser avec l'esthétique lumineuse et aérée, elles disaient qu'elles se sentaient comme à la maison. Ariel n'était pas là. Elle habitait maintenant chez ma sœur Denise. Un appartement chaleureux rempli de plantes. De la musique et un amour qui ne demandait pas à être mérité. Denise était à l'hôpital tous les jours, se relayant avec moi quand j'avais besoin de dormir, brossant les cheveux d'Ariel pendant qu'elle s'endormait et se réveillait. Denise, qui avait elle-même 2 enfants et prenait quand même le temps d'être présente, qui apportait des livres de coloriage et murmurait « Tu comptes » à l'oreille de ma fille quand les cauchemars survenaient. J'étais assise dans l'unique fauteuil en face d'eux, un fin dossier en cuir posé sur la table devant moi. Clarisse était en mode défense, bras croisés, jambes parfaitement repliées, la mâchoire serrée au point de laisser des marques sur l'émail. Marlène, quant à elle, semblait s'ennuyer. Elle tenait un verre de vin à la main, même si je savais qu'il n'était même pas midi. Ça a l'air dramatique, marmonna Clarisse. Alors c'est approprié, répondis-je en croisant les mains sur les genoux. Parce que c'est exactement ce qu'il m'a fallu pour attirer ton attention. Marlène eut un petit rire dédaigneux. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Une intervention? Non, dis-je calmement. C'est une illumination. Je glissai le dossier sur la table vers eux. Claire le prit avec lassitude, puis le prit, ses ongles vernis claquant contre le papier lorsqu'elle l'ouvrit. Dossiers médicaux, scanner, notes du médecin, le résumé des urgences qui utilisaient des expressions comme traitement retardé et risque de séquelles permanentes. Photo de la jambe d'Ariel avant l'opération, gonflée, violette, incontestablement cassée. Marlène se pencha en avant, un peu moins satisfaite maintenant. Qu'est-ce que c'est? Tu sais exactement ce que c'est, dis-je. La preuve de tout ce que tu refuses de voir. Clarisse continuait de feuilleter. Son visage pâlissait à chaque page, ses lèvres s'amincissant. Je me suis dirigé vers les photos de la caméra du Porsche prise au fond, celle qui montrait Ariel rampant sur les marches, boitant jusqu'à la voiture, s'effondrant au retour. Des images fixes qui racontaient l'histoire que les mots ne pourraient jamais raconter. J'ai tout documenté. J'ai continué depuis le moment où elle m'a appelé jusqu'à la seconde où ils l'ont emmenée au bloc opératoire. Horodaté.
Vérifiez. Il y a même l'audio. Clarisse cligna des yeux. L'audio? Oui. J'ai bien dit ton appel. Celui où tu as dit qu'elle dramatisait. Où Marlène a dit qu'elle était presque une femme. Où tu as ri pendant qu'elle pleurait en arrière-plan? J'ai tout. Marlène a posé son verre lentement. Tu nous as enregistrés? Non. J'ai dit que je m'étais enregistré. Le reste. Tu t'es porté volontaire. Clarisse s'est déplacée, mal à l'aise, refermant le dossier, le pressant contre ses genoux comme si elle pouvait l'absorber et le faire disparaître. Tu aggraves la situation. Je me suis penché en avant, les mains toujours jointes. Vraiment? Elle n'a pas répondu. Parce que quand une adolescente de 14 ans est obligée de ramper sur une jambe fracturée, privée de soins, moquée parce qu'elle pleure, et forcée de passer des heures à agoniser pour que vous puissiez prendre le thé et poster des photos avec des chaussures neuves. C'est le maximum. Clarisse baissa les yeux. Marlène, pour une fois, n'avait pas de réponse. Tu n'as pas vu les scanners, ai-je continué. Tu n'as pas vu l'expression du médecin quand elle a demandé pourquoi personne n'avait amené Ariel. Elle m'a dit que ma fille avait eu de la chance que les dégâts ne soient pas plus graves. Que si elle avait continué à marcher, elle aurait peut-être eu besoin d'une reconstruction nerveuse. Tu as failli lui voler son avenir. Clarisse a enfin retrouvé sa voix, faible et tremblante. Elle n'a pas dit que c'était si grave. Elle a dit que ça faisait mal, mais elle a rampé. Clarisse. Je parlais plus fort maintenant, mais je ne criais plus. Juste clair. Implacable. Elle a supplié et tu as levé les yeux au ciel. Tu lui as dit d'arrêter de te faire honte. La lèvre inférieure de Clarisse a tremblé. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. J'ai corrigé. Tu ne voulais pas que quoi que ce soit vienne perturber ton emploi du temps, ton apparence, ta paix. Marlène se redressa, le ton sec et défensif. Nous avons élevé nos enfants différemment. Nous ne courions pas à l'hôpital à chaque incident. Non, j'ai dit que tu fuyais juste la responsabilité. Elle a légèrement reculé. Clarisse leva les yeux vers moi, une lueur de peur dans les yeux. Que essaies-tu de dire, Marcus, demanda-t-elle. Je dis, répondis-je d'une voix basse mais assurée. Que cette conversation ne porte pas sur la culpabilité. Elle porte sur les conséquences. Elles se figèrent toutes les deux. Je me levai, m'approchai de la console derrière le canapé et pris une seconde enveloppe. Je l'attendis à Clarisse. Elle l'ouvrit. Ses yeux parcoururent la première page, puis la seconde. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-elle. Une demande de garde d'urgence, dis-je. Déposée hier. Signée par le juge Ellison ce matin. Avec effet immédiat. J'ai la garde exclusive d'Ariel. Tu seras contacté par les services de protection de l'enfance dans les 24 heures. Les mains de Clarisse tremblèrent. Marlène halta. Tu es allé au tribunal? Oui. Clarisse me regarda, stupéfaite. Tu détruis cette famille. Non, j'ai dit que tu l'avais déjà fait. Je déclenche juste l'alarme avant que l'immeuble ne finisse par brûler. Elle se leva brusquement, tournant en rond. Tu n'as même pas essayé d'en discuter avant. Tu as pété les plombs. J'ai essayé de parler, ai-je répondu. Pendant des années, chaque fois que je te demandais de ralentir, de l'écouter, d'être présent, tu avais quelque chose à faire, quelqu'un à impressionner, quelque chose à prouver. Mais maintenant, il n'y a plus rien à discuter. J'ai la preuve. J'ai le droit. Et surtout, je l'ai. Clarisse se mit à pleurer, d'abord doucement, puis plus fort. Marlène resta assise, figée dans le silence. Je me dirigeai vers la porte en attrapant mon manteau. Tu seras contacté officiellement, dis-je en l'ouvrant. Et pour info, je n'ai pas fait ça pour te punir. Je l'ai fait pour la protéger. Marcus, s'il te plaît, supplia Clarisse. On ne peut pas arranger ça? Je marquai une pause, la main sur la poignée. Tu as eu 14 ans, dis-je. Tu n'as pas écouté quand ça comptait. Maintenant, tu peux écouter le silence. Je sortis et refermai la porte derrière moi. Non pas en claquant, mais avec cette irrévocabilité que seule la vérité peut apporter. Le genre de cri qui résonne longtemps après votre départ. Le cri de Clarisse n'était pas celui qu'on attendrait de quelqu'un qui souffre.
Ce n'était pas le cri blessé d'une mère réalisant qu'elle avait trahi son enfant. Non, c'était le cri d'une femme dont l'image venait d'être brisée, dont l'échafaudage social s'était effondré. Il retentit quelques secondes après le claquement de la portière derrière moi, à peine étouffé par les murs. Je ne m'arrêtai pas de marcher. J'atteignis ma voiture, l'ouvris et m'assis au volant, laissant l'écho traîner derrière moi comme un vent que je n'avais plus à affronter. Puis la voix de Marlène, aigre et venimeuse, me transperça. Je n'entendis pas chaque mot, mais le ton était inimitable. Panique, rage, incrédulité, le bruit d'une forteresse s'écroulant dans le temps. Vous les avez appelés. Vous détruisez cette famille. C'était Marlène qui criait à travers sa bouche et utilisait une conséquence. La voix de Clarisse m'a suivi, brisée et rauque. C'est aussi ma fille. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste posé ma tête contre le volant et laissé la tempête tourbillonner derrière moi. Toutes ces années à patienter, à me taire, à endurer des coupures subtiles déguisées en blagues lors des réunions de famille. À laisser Clarisse jouer le rôle de l'épouse parfaite pendant que je ramassais les morceaux en arrière-plan, à laisser Marlène se pavaner dans ma maison comme si elle était la propriétaire de l'avenir d'Ariel. J'avais enfin cessé de leur accorder le bénéfice du doute. Et maintenant, le feu que j'avais allumé brûlait tout ce qu'ils avaient construit à partir des apparences et de l'ego. Mon téléphone a explosé. Numéro inconnu. J'ai répondu, Monsieur Delroy. Ici Candace des services sociaux. Je voulais juste confirmer que nous avons prévu un entretien avec Madame Clarisse Delroy et Madame Marlène Whitmore pour demain matin. Nos agents accompagneront également l'avocate désignée à l'école de votre fille la semaine prochaine. Merci, ai-je dit. Même voix. Je m'assurerai qu'Ariel soit au courant. Elle est avec sa tante en sécurité. Candace a hésité un instant, puis a ajouté. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Après la fin de l'appel, je suis resté assise là un moment de plus, à regarder par le pare-brise la maison que je ne reconnaissais plus. Je croyais que la paix venait de l'évitement, du fait de ne pas provoquer l'ours, du sourire malgré l'inconfort. Mais ce matin-là, alors que j'étais assise au volant, écoutant les femmes qui dirigeaient autrefois cette maison hurler sous les décombres de leur propre négligence, j'ai ressenti quelque chose de totalement nouveau. La libération. J'ai tourné le contact, je suis sorti de l'allée. Et je me suis dirigé directement vers Denise. Quand je suis arrivé, Ariel était sur le canapé, en pyjama tout doux, une couverture enroulée autour des jambes et un bol de pop-corn sur les genoux. Ses béquilles étaient soigneusement posées contre la table basse, et une comédie légère passait à la télévision pendant que Denise, assise à côté, pliait du linge. Ariel m'a vu et s'est redressée immédiatement. « Salut, papa. » J'ai souri, je me suis approché et je l'ai embrassé sur le front. « Salut, superstar. » Elle a souri à ces mots. Son visage paraissait encore fatigué, mais une lueur y revenait. Celle qui ne vient pas seulement de la guérison des os, mais aussi du fait d'être cru, de la sécurité, de ne pas avoir à faire preuve de force pour survivre. Denise m'a lancé un regard de l'autre côté de la pièce, un échange silencieux entre frères et sœurs qui en avaient trop vu et trop peu dit pendant bien trop longtemps. Je lui ai adressé un léger signe de tête. Tout est en mouvement. Ont-ils appelé ? A demandé Ariel en ruminant un colonel. J'ai hésité un instant. Oui, ils vont parler à maman et Nana demain, puis l'école. Elle baissa les yeux une seconde. Sont-ils fâchés ? Je n'ai pas édulcoré. Oui, ils crient beaucoup. Ariel était silencieuse. Ils disent probablement que c'est ma faute. Non, ma belle, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Ils disent ça parce qu'ils ont peur, mais pas de toi. De ce qui se passe quand la vérité ne demande pas la permission ? Elle se pencha vers moi, posant sa tête contre mon épaule. Crois-tu qu'ils cesseront de m'aimer ? La question me frappa plus fort que prévu. Je l'entourai de mon bras. Si leur amour dépend de ton silence, il n'a jamais été réel. Mais je t'aime toujours. Haut et fort. Compris ? Elle hocha la tête, et je la sentis expirer contre moi comme si elle avait retenu son souffle pendant des semaines. Denise intervint doucement en pliant la dernière serviette. Tu sais, Ariel, c'est normal de tout ressentir. Colère, douleur, soulagement, confusion, tout à sa place. Ariel esquissa un doux sourire. Tu parles comme dans tes livres. Fais-le, dit Denise avec un clin d'œil.
Mais je suis sérieuse. Ce soir-là, nous sommes restés à la maison. J'ai préparé le dîner pendant que Denise et Ariel peignaient des aquarelles à la table de la cuisine. La toile d'Ariel représentait un arbre dont la moitié des branches étaient nues, l'autre fleurissant de couleurs vives et provocantes. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle a simplement répondu, « Parfois, certaines parties de nous doivent se briser pour laisser la place aux bonnes choses. » J'ai hoché la tête, ravalé une boule dans ma gorge et lui ai dit que c'était magnifique. Pendant ce temps, de retour à la maison que j'appelais autrefois la mienne, Clarisse faisait probablement les 100 pas, relisant les documents judiciaires, appelant des avocats qui ne pouvaient plus la sauver de la réalité. Marlène, sans doute, élaborait un récit d'incompréhension générationnelle, d'enfants élevés trop doucement, d'hommes qui ignorent la difficulté d'être mère. Mais cette fois, leur version ne m'intéressait pas. Je ne m'intéressais pas aux offrandes de paix, aux larmes de crocodile ou aux brunchs enveloppés d'excuses. J'étais intéressé par le changement et je savais qu'ils ne viendraient pas hurler. Cela viendrait en restant immobile, en laissant leurs mots rebondir sur le mur inébranlable de vérité que j'avais construit silencieusement, fermement, délibérément. Alors, qu'ils hurlent. Qu'ils arpentent les rues, plaident et protestent. Qu'ils fouillent dans leurs sacs de manipulation et de déni, cherchant un moyen de changer cela. Parce que j'avais déjà gagné la seule bataille qui comptait. Ariel était en sécurité. Elle était aimée. Et cette fois, elle le savait. Au plus profond d'elle-même, au-delà du métal et des bleus, au-delà de la honte qu'on essayait de lui inculquer, elle savait qu'elle n'était pas un fardeau. C'était une enfant, une fille, une personne. Et moi, son père, je l'avais choisi haut et fort, avec audace, sans complexe. Qu'il hurle. Je n'écoutais plus. La salle d'audience n'était pas bondée, mais elle semblait pleine, pleine de tension, de regards qui portaient des questions que personne n'était prêt à formuler, de jugements suspendus dans l'air comme une fumée qui refusait de se dissiper. J'étais assis à la table avec mon avocat, Gérard Amani, un homme à la présence discrète et à son esprit était comme un scalpel. À côté de moi, Ariel se déplaçait doucement sur son siège, une attelle souple serrant sa jambe sous une jupe mi-longue. Elle portait un cardigan bleu marine et ses cheveux attachés en arrière comme elle aimait pour les présentations scolaires. Elle voulait avoir une apparence correcte, avait-elle dit ce matin-là. Sérieuse. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien à prouver à personne, mais je l'ai laissé porter ce qui la rendait forte. Clarisse était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocat, un homme que je connaissais pour ses conflits fonciers de quartier et ses petits litiges, quelqu'un habitué à régler les conflits de clôture de jardin, pas pour les drames familiaux. Ses mains s'agitaient sur ses genoux, et son teint ne pouvait cacher sa pâleur. Elle n'avait pas croisé le regard d'Ariel une seule fois. Marlène était assise derrière elle, telle une statue humaine en soie beige, les lèvres pincées en un trait de jugement pur. Je n'ai pas pris la peine de la regarder à nouveau. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. La juge Karen Ellison était connue pour sa mémoire vive et sa langue encore plus tranchante. Veuve au milieu de la soixantaine, 2 fils adultes, et aucune elle ajusta ses lunettes, regarda la salle d'audience comme si elle avait déjà décidé de ce qui comptait, et nous fit signe de nous asseoir. Mani, dit-elle, vous pouvez continuer. Gérard se leva calmement et commença à présenter la chronologie. Il n'éleva pas la voix ni ne dramatisa. Il n'en avait pas besoin. Les faits étaient à eux seuls un marteau. Il détailla la date et l'heure de la blessure, l'absence de soins médicaux immédiats, l'enregistrement vidéo montrant Ariel rampant et boitant. Il présenta le dossier médical signé par 2 médecins, confirmant une fracture complète du tibia et documentant le temps estimé passé sur la blessure sans traitement. Il passa un court extrait de la caméra du Porsche. Pas l'intégralité, juste assez pour montrer la chute, l'arrampement et le moment où Marlène aboya « Dépêchez-vous », sans un regard en arrière. L'avocat de Clarisse protesta au milieu de l'enregistrement audio, le qualifiant d'incendiaire. Le juge annula sa décision sans broncher. Lorsque Gérard eut terminé, il retourna à son siège et murmura « C'est fait ». Sa voix était comme de l'acier sous du velours, sûre, calme, inflexible. Le juge se tourna vers Clarisse. La défense. Son avocat. Il se releva en titubant, ses papiers tremblant légèrement. Votre honneur, mon client regrette son erreur de jugement et ne pas avoir consulté immédiatement un médecin. Mais il ne s'agit pas d'un cas de maltraitance. Il s'agit au pire d'un manque d'instinct maternel. Madame Delroy s'appuyait sur l'expérience de sa propre mère, une femme d'une autre génération. Et puis, s'il vous plaît, n'insultez pas mon tribunal avec des justifications générationnelles.
Le juge Ellison intervint. Un enfant a été blessé. Ce n'est pas une question de génération. C'est une question morale. L'avocat de Clarisse s'assit. Les lèvres de Clarisse étaient entr'ouvertes comme si elle avait mille choses à dire, mais rien ne passa. Au lieu de cela, son regard se tourna finalement vers Ariel. Ma fille ne se retourna pas. La juge tria les dossiers lentement, méthodiquement, parcourant les notes, puis leva les yeux vers Clarisse. J'ai examiné l'intégralité du dossier avant cette audience. J'ai également parlé en privé avec le médecin urgentiste. J'ai lu vos messages, Madame Delroy. J'ai vu les images et j'ai écouté l'interrogatoire. Le récit de l'enfant. Clarisse ouvrit la bouche. Votre honneur, s'il vous plaît. La juge Ellison leva la main. Pas encore. Clarisse se laissa retomber sur sa chaise, les épaules affaissées. La juge me regarda. Monsieur Delroy, souhaitez-vous parler? Je me levai, me tournai légèrement pour faire face à la fois au tribunal et à ma fille. Je ne suis pas ici pour détruire qui que ce soit, commençai-je. Je ne suis pas ici par vengeance ou par ego. Je suis ici parce que ma fille a pleuré et a été ignorée, parce qu'elle a été blessée et sommée de se taire. Et parce que le silence a failli lui coûter l'usage de sa jambe. Je suis ici parce que la protection n'est pas un geste, c'est un engagement. Et lorsque ses proches ont failli à cet engagement, j'ai dû intervenir. C'est ce que font les pères. Je me retournai vers la juge. Je ne souhaite qu'une chose, qu'elle n'ait plus jamais l'impression que sa douleur est un désagrément. La juge hocha la tête une fois. Puis elle se tourna vers Ariel. Ariel, dit-elle doucement. Vous sentez-vous en sécurité avec votre père? Ariel se redressa. Plus droit. Oui, madame. Vous sentez-vous écouté? Oui, madame. Voulez-vous rester avec lui? Un silence. Puis, je ne veux pas retourner dans cette maison. Pas avec eux. Je veux être là où je n'ai pas à faire semblant d'aller bien tout le temps. On aurait pu entendre une mouche voler dans la salle d'audience. La juge s'est adossée à son siège, les mains jointes, et a soupiré par le nez. Ce jour aurait dû être consacré à la guérison. Malheureusement, c'est aussi un jour de prise de responsabilité. Elle a regardé Clarisse. Je ne vois aucune raison pour laquelle cet enfant devrait être renvoyé dans un environnement qui mettait si clairement son bien-être en danger. Avec effet immédiat, la garde physique et légale complète est accordée à Monsieur Marcus Delroy. Les droits de visite seront déterminés dans l'attente d'une audience séparée et d'une évaluation psychologique. Clarisse a halté. Son avocat lui a touché le bras comme pour la maintenir en place, mais elle a reculé brusquement. Votre honneur, vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma fille. La juge Ellison n'a pas bronché. Ce n'est pas une possession. C'est une personne, et cette personne vient de dire à ce tribunal qu'elle ne se sent pas en sécurité avec vous. Marlène a finalement parlé. C'est scandaleux. Il manipule. Le marteau du juge est tombé. Une fois. Un autre éclat. Mademoiselle Whitmore. Et vous serez escortée dehors. La salle d'audience retomba dans un silence stupéfait. Je tendis la main et serrai doucement celle d'Ariel. Elle leva vers moi de grands yeux et je souris, non pas par exultation, mais parce que le monde l'avait enfin vue. La juge rassembla ses papiers. L'audience est levée. L'huissier rappela à l'ordre. Et d'un coup, ce fut fini. Clarisse pleurait maintenant, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Marlène resta figée, les lèvres pincées, la rage masquée par le sang-froid. Je ne les regardais plus. Alors que la foule commençait à se disperser, je me penchai près d'Ariel et lui murmurai à l'oreille, « Tu n'auras plus jamais à supplier pour qu'on s'occupe de toi. » Elle hocha la tête, puis se pencha vers moi, son petit corps tremblant sous le poids de ce qui venait d'être soulevé. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis à nouveau le sol sous mes pieds. Nous avions gagné, non pas une guerre, ni une affaire, mais le droit à la paix. Et je ne laisserai plus jamais personne lui enlever ça. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le tribunal. 3 semaines depuis que la voix du juge Ellison avait façonné une nouvelle réalité. Une réalité où Ariel n'avait plus besoin de pleurer pour être entendue ni de se briser pour être remarquée. Et durant ces 21 jours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ma fille est revenue à la vie. Pas d'un coup. La guérison ne se fait jamais par de grands gestes. Elle se fait discrètement,
comme lorsqu'elle s'est remise à fredonner en se brossant les dents, ou lorsqu'elle a cessé de sursauter quand je suis entré dans la pièce. Les cauchemars qui l'arrachaient au sommeil ont commencé à s'estomper, remplacés par un véritable repos. Son appétit est revenu d'abord lentement, prudemment, puis son rire. Pas le rire forcé, le rire poli qu'elle maîtrisait dans les pièces où elle n'était pas en sécurité. Enfin, le rire profond qui la faisait se serrer les côtes. Le rire qui chassait le silence. Ce matin-là, debout près du comptoir de la cuisine, je la regardais danser en petit cercle prudent autour de l'îlot central. Ses béquilles étaient appuyées contre le réfrigérateur. L'attelle la serrait toujours. Sa jambe, mais ses pas, légers et incertains, étaient les siens. Une musique douce d'une enceinte Bluetooth poussiéreuse jouait en fond sonore. Un truc jazzy et entraînant, le genre de truc que Denise portait toujours pour cuisiner. Ariel ne remarqua pas que je la regardais jusqu'à ce que je m'éclaircisse la gorge. « Attention, dis-je. Tu n'es pas prête à auditionner pour Sir Doll tout de suite. » Elle rit et leva les yeux au ciel, s'appuyant sur le comptoir pour garder l'équilibre. Je me calme. J'avais juste besoin de bouger. Tu as fait du chemin, dis-je en lui versant un verre de jus d'orange. De la traversée du Porsche à 4 pattes aux pirouettes dans la cuisine, elle ne fronça même pas les sourcils à se souvenir. Cela m'a plus marqué que tout. Denise est entrée derrière nous, tenant un sac de courses dans un bras et une boîte de fournitures artistiques dans l'autre. J'ai le papier aquarelle que tu as demandé, dit-elle en le laissant tomber sur la table. Et d'autres de ces stylos gel que tu aimes. Le regard d'Ariel s'illumina. Merci, tante D. Denise lui fit un clin d'œil et se tourna vers moi. Vous avez des projets aujourd'hui? J'acquiesçai. Juste une promenade au parc. Peut-être un passage à la bibliothèque. Rien de bien spécial. Ariel applaudit. On peut prendre un thé boba après, dis-je. C'est la loi après un passage à la bibliothèque. Elle rayonna. Et je réalisai à nouveau combien elle était radieuse lorsqu'elle n'avait pas à se rétrécir pour survivre. Elle avait le regard de son père, le rire de ses tantes, et quelque chose d'entièrement personnel. Une résilience qui ne venait pas d'un traumatisme, mais de la décision de ne pas se laisser définir par lui. Clarisse n'avait pas appelé depuis le jugement. Pas une seule fois. Marlène avait tenté une seule fois. Un message vocal haché qui ressemblait plus à un communiqué de presse qu'à une supplication. J'espère qu'Ariel va bien. On fait tous des erreurs, Marcus. Certains d'entre nous ont été élevés dans l'idée que la force réside dans le silence. Cela n'excuse rien, mais c'est le contexte. Je n'ai jamais rappelé. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les conséquences n'étaient pas criardes. Elles n'arrivaient pas toujours en claquant des portes et en criant. Parfois, elles entraient calmement, tel un père qui reconquiert sa fille avec un dossier de vérité et un cœur à court d'excuses. Parfois, elles apparaissaient avec la joie tranquille d'une fille qui apprend à se faire à nouveau confiance. Le cercle social de Clarisse avait lui aussi compris le message. Les invitations à un brunch cessèrent. Les selfies soignés ralentirent. Son nom avait glissé de toutes les lèvres, non pas par malice, mais avec une distance discrète, celle qui dit « On a vu ce que tu as fait, et on ne peut plus faire semblant ». On murmurait, bien sûr, qu'elle traversait une période difficile, que la maternité l'avait épuisée. Mais personne ne m'a demandé ma version des faits. Il n'en avait pas besoin. Les documents judiciaires faisaient la lumière. Et honnêtement, je me fichais des réputations. Je me souciais d'Ariel. Ce soir-là, nous étions assis sur le balcon de notre nouvel appartement, un simple 2 pièces aux murs baignés de soleil et au sol qui craquait légèrement quand on dansait. Mais c'était le nôtre. Le nôtre, sans tension. Le nôtre, sans attente ni insulte. Ariel était assise dans son fauteuil préféré, un pinceau à la main, une douce brise caressant ses cheveux. Elle travaillait sur une toile intitulée « Toujours debout ». De quoi parle-t-elle, demandai-je en regardant les bleus et les ors s'étaler sur la page. Elle sourit pensivement. Il s'agit de se sentir à nouveau bien. Et toi, demandai-je à voix basse. Elle hocha la tête. La plupart du temps, certaines nuits sont encore difficiles, mais je n'ai plus peur. Je me sens importante. J'avalai ma salive. Ce mot, important, atterrit au plus profond de ma poitrine. Ni en sécurité. Ni à l'aise. Importante. Comme si elle croyait enfin qu'elle comptait. Que sa douleur n'avait pas besoin d'être minimisée pour préserver la fierté d'autrui.
Je suis fier de toi, dis-je. Je suis fier de toi aussi, répondit-elle. Tu n'as pas crié. Tu ne t'es pas vengé. Tu as juste dit la vérité et tu es resté immobile. Je me tournai vers elle en haussant un sourcil. Resté immobile? Ouais, dit-elle avec un sourire. Comme un arbre dans la tempête, immobile même sous le vent hurlant. Je laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé retenir. Elle comprenait. Tout ce que j'avais fait, pas seulement la bataille pour la garde ou les séjours à l'hôpital, mais la rage silencieuse que je retenais, la retenue dont je faisais preuve quand il s'attendait à un feu, je l'avais fait pour qu'elle garde sa douceur sans en être punie. Pour qu'elle ne grandisse pas en pensant que le silence est synonyme de force ou que l'amour est synonyme d'endurance sans réciprocité. Nous restâmes assis dans ce silence un moment. Un silence doux, qui n'avait pas besoin d'être comblé. Le ciel au-dessus de nous devint orange, puis lavande, puis gris foncé. Je me penchai en arrière et la regardai. Quand ta jambe sera complètement guérie, on devrait faire quelque chose comme quoi? Quelque chose de grand. Un voyage, une célébration. Tu as vaincu bien plus qu'une fracture. Elle sourit. Ça peut être quelque part avec des montagnes et des chevaux? Ça peut être où tu veux, dis-je. Elle hocha la tête. Bien. Parce que je veux de nouveaux souvenirs, des souvenirs où je ne fais pas semblant. Et je lui ai promis alors de toutes mes forces que le reste de sa vie serait rempli de ça. Plus de faux semblants. Plus de supplications pour être remarquées. Que la paix. La vraie paix. Celle qui ne se joue pas. Celle qui dure.